parce que nous pensons, les trois organisations qui sont impliquées ici, que l'adoption de l'IPv6 est importante pour le développement de l'Internet. Donc, comme ce webinaire est le premier en français, on va parler peut-être de quelques notions qui sont assez élémentaires pour quelques-uns d'entre vous. Si on est d'accord pour avoir un deuxième, nous aurons un deuxième webinaire qui sera beaucoup moins élémentaire et où on pourra parler de questions plus techniques encore. On a, d'après l'expérience qu'on a eue dans les premiers webinaires, nous pensons qu'il y a, les participants nous ont demandé de leur donner plus de temps pour les questions et réponses. Donc, pour la première fois, ce webinaire prendra 2 heures plutôt qu'1 heure et demie. Donc, vous aurez amplement du temps pour demander les questions. Je pense qu'on pourra avoir les questions-réponses à la fin. Si des questions très importantes, je vous demande d'écrire vos questions dans la boîte chat que vous voyez à droite en bas. Comme ça, les orateurs peuvent réagir directement sur ce chat. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à Brice Abba d'Afrenic. Béou Brice Abba est ingénieur informaticien de l'ENFIT. Il est à l'heure actuelle formateur IPv6 à Afrinic. Et à Afrinic, il a travaillé dans diverses organisations dans son pays natal, la Côte d'Ivoire. Brice, vous avez, je pense, 15 minutes pour présenter l'Afrinic et un peu ce que vous faites en relation d'IPv6 à Afrinic. Merci. Merci David. Bonjour à tous. J'espère que tout le monde m'entend. Oui, on vous entend bien. Ok. Alors, je vais, comme l'a dit David, présenter Afrinic et présenter aussi ce que Afrinic fait en matière d'IPv6 dans la région. Alors, je vais donc commencer par à propos d'Afrenic. Alors, cette session nous permettra de connaître les services que Afrinic offre à la région et savoir aussi comment on peut accéder à ces services-là. Alors, qu'est-ce qu'Afrenic? Afrinic est le Regional Internet Registry pour l'Afrique. Il faut noter aussi qu'il y a 5 dans le continent. On pourra revenir là-dessus dans les questions-réponses s'il y a des questions là, concernant le Regional Internet Registry. Alors, Afrinic a été créé en 2005. C'est une organisation à but non lucratif. L'adhésion est ouverte à toute entité située sur le continent africain. Le siège d'Afrenic se trouve à l'île Maurice. Nous avons le site d'infrastructure technique qui se trouve, lui, en Afrique du Sud. Nous avons aussi notre site de backup qui se trouve en Égypte. Alors, quels sont les services qu'Afrenic offre à ses membres et à la région qu'elle couvre? Nous avons l'attribution des adresses IP, l'affectation des numéros d'AS, la gestion de la base de données WUS, la configuration des zones DNS inversées pour les blocs d'adresses IP d'Afrenic, la formation sur les technologies liées à Internet, la facilitation dans l'élaboration des politiques qui régissent la région, c'est-à-dire l'Afrique et une partie de l'océan Indien, et la mise à disposition d'une infrastructure RPKI. Alors, ce service-là, pour bénéficier d'une option, être membre légal. Pour être membre légal, il faut satisfaire certains prérequis. Nous pourrons revenir en détail sur les prérequis à satisfaire pour être membre d'Afrenic. Il faut ensuite remplir le formulaire qui se trouve derrière ce lien. Et pour des problèmes techniques ou des problèmes dans le processus pour devenir nouveau membre, si vous avez des problèmes, vous pouvez envoyer un mail à osmaster@afrinic.net
ou appeler ces deux numéros ou envoyer une invitation à de Skype. Alors, la première, j'avais dit tantôt, pour bénéficier des services AFRENIC, il fallait devenir membre légal ou être membre de la communauté au sens large du terme. Alors, être membre de la communauté, on n'est pas forcément membre légal d'AFRENIC. On est intéressé par la chose d'AFRENIC, on est intéressé par le management des ressources Internet. On prend part aux discussions sur l'élaboration des politiques qui régissent la région. Pour ce faire, il faut utiliser les listes de diffusion. Et nous avons toutes les listes de diffusion là qui sont présentes là derrière ce lien pour la communauté au sens large du terme, pour participer aux discussions relatives aux politiques et autres choses encore pour la région d'Afrique. Alors, maintenant, je passe à présenter brièvement IPv6, une introduction brève. Alors, à la fin de cette section, nous allons connaître, nous allons avoir un aperçu global du statut d'IPv4 actuellement sur le globe. Savoir pourquoi IPv6 est une solution à l'épuisement d'IPv4 et connaître l'initiative d'AFRENIC vis-à-vis à IPv6. Au 16 juin 2010, nous avons comme présente ce graphe en vert les adresses IPv4 disponibles. En vert, nous avons les adresses IPv4 disponibles au 16 juin 2010. Et le slide suivant nous montre un peu plus d'un an après, c'est-à-dire le 31 janvier 2011, il n'y a plus d'adresse IPv4 disponible pour toutes les régions. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si l'un des registres régionaux n'a plus d'adresse IPv4, il n'y aura pas de possibilité pour ce registre d'aller prendre de l'adresse IPv4 chez IANA, le registre central. Alors ici, nous avons une question de l'épuisement des adresses IPv4 au niveau des RIR. Il est bien de noter quand même que depuis le 14 avril, EPINIC n'a plus d'adresse IPv4 à distribuer dans sa région. Donc, comme présente ce graphe, nous voyons qu'AFRENIC va certainement finir en dernier. Ces blocs d'adresse IPv4. Et il faut dire aussi que ce graphe a été puisé du site de Geoff Houston, mais il est sujet aussi à variation parce qu'il y a des politiques qui ont été mises en place depuis l'épuisement des adresses IPv4 chez IANA. Il y a Hype NCC qui a revu sa politique d'allocation. Donc, il y a pas mal de politiques qui sont incluses dans les frontières qui font en sorte que ce graphe peut varier. C'est-à-dire la date d'épuisement prévu des différents RIR ici peut varier sensiblement selon les politiques qui ont été mises en place après l'épuisement des adresses IPv4 chez IANA. Alors, comme l'a montré le graphe précédent, AFRENIC risque de finir et va certainement épuiser ses adresses IPv4 en dernier. Alors, si l'Afrique reste en dernier à épuiser ses adresses IPv4, nous avons ici deux scénarios possibles de ce fait. Alors, si le premier scénario, c'est l'Afrique, comme d'habitude, se dira on a le temps de passer à IPv6, donc on reste d'abord en IPv4. Dans ces conditions, si on reste en dernier, on n'aura que toutes les autres sœurs, c'est-à-dire toutes les autres continents seront en IPv6. Et donc, il faut... Allô? Ok, ça va mieux. Donc, je disais tantôt que l'Afrique risque de rester en dernier à épuiser ses adresses IPv6. Alors, toutes les upstreamers, toutes les autres régions seront en IPv6 et il va falloir pour communiquer avec ces régions que ces différents upstreamers ou ces différentes autres régions nous établissent des connexions particulières pour communiquer avec nos adresses IPv4. Donc, le coût de connexion de ces connexions particulières va augmenter et ceci va forcément impacter le coût de la connexion Internet qui est déjà assez cher en Afrique. Alors, nous avons aussi les opportunités d'affaires actuellement en la matière. On pourra revenir en détail là-dessus dans les questions sur les opportunités d'affaires que nous ratons actuellement sur l'adoption, si on adopte IPv6 maintenant. On aura aussi le deuxième scénario qui sera que l'Afrique a encore des adresses IP et les autres sœurs n'ont plus d'adresses IP. Alors, les autres sœurs viendront prendre les adresses IPv4 disponibles chez AFRENIC, chez le registre africain. Alors, cela fera en sorte que cela fera qu'on n'aura plus d'adresse disponible lorsqu'on sera
prêts à migrer maintenant vers IPv6 dans le mécanisme de transition. Et le NAT, l'utilisation du NAT va augmenter, et ceci avec ces inconvénients que nous connaissons. Qu'est-ce qu'IPv6? Alors, IPv6 est le successeur au niveau réseau d'IPv4. Il est plus long en termes, il fait 2,96 fois le total d'arbre disponible sur IPv4. Il fonctionne sur les mêmes infrastructures réseau. Les mêmes applications peuvent aussi fonctionner sur IPv6. Le seul problème en griffe, c'est qu'il est incompatible avec IPv4. C'est la raison pour laquelle nous parlons de mécanisme de transition pour faire cohabiter les deux. On a aussi en cours la seule réponse durable face à l'épuisement d'IPv4 qui permet une croissance continue d'Internet, restaure le end-to-end et permet l'Internet des choses. On pourra revenir en détail sur tous ces thèmes-là lorsqu'on sera dans les questions-réponses. Les adresses IPv6 sont écrites en hexadécimal. Alors, on n'aura plus les notations décimales pointées, les 4 positions avec un point, on aura plutôt 8 positions de 8 hexaïtes séparées de 2 points. Ici, nous présentons ici un exemple d'adresse IPv6 écrite sur les 16 positions, sur les 8 positions avec les 8 exits. Les préfixes IPv6, alors, on a IPv4 aussi a utilisé le Cluster Interdomain Routing, et c'est ce que IPv6 utilise. Avec IPv6, on a plus de masse de sous-réseau. On a juste une valeur décimale comprise entre 0 et 128 qui sera utilisée pour le préfixe. Donc, les adresses IPv6 qu'on aura seront en général écrites comme le montre l'exemple de notation ci-dessous. On aura une adresse, 8 positions avec 8 hexaïdes séparés de 2 points, un slash, et à la fin, on aura le préfixe. Alors, la taille de l'adresse IPv6 est vraiment est très longue. Il y a 8 positions d'hexaïdes. Donc, 8 positions d'hexaïdes. Donc, il y a des mécanismes aussi pour réduire la taille de ces adresses. On a la suppression de 0 et puis la compression de 0. C'est ces deux techniques qui sont utilisées pour réduire la taille des adresses IPv6. Nous ici un exemple de raccourcissement d'adresse IPv6 en appliquant la suppression de 0 et la compression de 0. On a encore un autre exemple qui suit. Il faut dire qu'il y a des politiques à respecter, il y a des best pratiques, de bonnes pratiques dans la matière, donc on pourra revenir aussi dans détail là-dessus à la question-réponse. Afrinic et IPv6. Alors, ces jours, depuis un moment, on parle beaucoup d'IPv6 dans la région, et comme je vous ai présenté, l'épuisement de IPv4 est inévitable. Déjà, Epinic, depuis quelques mois, depuis l'année dernière, depuis l'avril, n'a plus d'adresse IPv4 pour sa région. Alors, Afrinic a pour cela mis une politique en la matière pour faciliter, pour faire en sorte que la planification et la formation soient effectives au niveau de sa région, faciliter aussi l'accès d'IPv6 à ses membres. Alors, pour ce faire, Afrinic donne gratuitement des blocs IPv6 à tous ceux qui sont déjà membres, un minimum de /32 aux LIA, un minimum de /48 aux universités ou autres, aux unités de philo. Et vous pouvez aussi, Afrinic donne la possibilité à ses membres et à tous ceux qui veulent avoir de l'adresse IPv6 d'avoir plus d'adresses que ceux qui sont donnés par défaut là, en pouvant, sous justification, si vous arrivez à justifier que vous avez besoin de /16, on pourra, dans la mesure du possible, vous allouer ces plages d'adresses là. Alors, encore IPv6, pour comment obtenir un bloc IPv6 avec Afrinic. Alors, si vous êtes déjà membre, vous devez remplir un formulaire qui se trouve sur ce lien et envoyer le formulaire rempli à hostmaster@afrinic.net, ou vous pouvez utiliser le portail MyAfrinic. MyAfrinic est un portail qui appartient aux membres légaux d'Afrinic, pas aux membres au sens large du terme, aux membres légaux. Alors, ce portail permet aussi de demander des ressources IPv6. Alors, pour ce faire, vous vous connectez, vous allez dans l'onglet ressources, ensuite IPv6 Resources, cliquez sur Request IPv6 Resources, remplir le formulaire, ensuite valider. Alors, maintenant, comme vous n'êtes pas membre d'Afrinic,
vous devez d'abord être membre à part un membre légal d'Afrique, donc vous vous inscrivez pour être membre. Ensuite, vous pouvez demander vos blocs d'adresse IP. Alors, les nouveaux membres qui ne veulent que des blocs d'adresse IPv6, Afrinic a pensé à ces membres-là. Alors, on a des facilités que vous pouvez trouver sur ce lien, mais je vous donne quelques facilités déjà. Alors, le frais d'adhésion aux membres est réduit de moitié déjà si vous êtes un membre que vous voulez avoir que des adresses IPv6. Et la première année de cotisation vous est offerte, c'est-à-dire quand vous êtes membre, que vous voulez que des adresses IPv6, le frais de membership est diminué de moitié déjà. Et la première année de cotisation vous est offerte. Tout ça, c'est des facilités qu'Afrinic offre à sa région pour inciter les membres et ceux qui ne sont pas encore membres de venir et utiliser IPv6. Alors, ici, nous listons ici les initiatives d'Afrinic pour IPv6 dans sa région. Alors, le programme de formation IPv6, nous avons des modules pour les ingénieurs, pour les administrateurs et les systèmes ingénieurs et les non-techniciens. Alors, on a très souvent, nous allons à des formations, nous avons les thèmes sont très techniques et les managers en général qui ne sont pas des techniciens ne comprennent pas. Donc on a pensé à faire un module spécialement pour les managers pour qu'ils puissent accompagner les ingénieurs dans l'adoption des PV6. Et Afrinic aussi prévoit mettre en place un service gratuit de tunnel broker en 2012. Alors ce service ça permettra aux différents end users qui sont partout sur le continent d'utiliser, d'envoyer du trafic IPv6 à tout Internet par le tunnel broker qui Afrinic mettra en place cette année. La disponibilité d'un laboratoire virtuel IPv6 pour les essais éducatifs. L'année dernière, la Côte d'Ivoire a utilisé ce laboratoire virtuel là pour des tests. Il n'est pas exclusivement réservé aux membres légaux d'Afrinic. Toute la région peut solliciter et demander à utiliser ce laboratoire virtuel IPv6 là pour s'exercer. On a aussi un task force IPv6 qui a été créé et donc Hicham le manager. Nous avons aussi les séminaires, des webinaires en IPv6 en ligne avec en partenariat avec ISOC et France Télécom. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes réunis aujourd'hui pour parler d'IPv6. Alors, sur ce, j'ai fini ma présentation. J'espère que vous avez pris bonne note et je vous attends pour les questions à la fin des autres présentations. Merci. Allô, Brice. Allô? Oui. Oui, vous m'entendez maintenant? Oui, je vous entends. Ok. Merci beaucoup pour cette présentation. Je pense qu'on va passer aux questions à la fin, une fois que toutes les présentations ont été faites. D'accord. Donc, la deuxième personne à parler maintenant sera Christian Jacquenet, qui est diplômé de l'École nationale supérieure de physique de Marseille. Il travaille avec France Télécom depuis, je pense, une dizaine d'années. Il a occupé plusieurs positions. Il est à l'heure actuelle directeur du bureau des programmes stratégiques pour le développement des réseaux IP du groupe France Télécom. Il est aussi responsable du programme IPv6 du groupe. Merci Christian pour avoir fait cette présentation, en fait qui est une présentation d'Internet Society, mais qu'il a gentiment accepté de faire la présentation. Merci. Merci David. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui. D'accord, très bien. Donc bonjour à tous. Il s'agit effectivement d'une présentation que j'ai préparée en la traduisant en fait d'une présentation faite par Phil Roberts de l'ISOC qui travaille auprès du Chief Technical Officer Leslie Daigle pour ce qui concerne les affaires IPv6. Et c'est une présentation qui se focalise essentiellement sur ce qui va se passer dans peu de temps maintenant, puisque le 6 juin prochain est la journée qui va consacrer le lancement officiel de l'Internet IPv6, que l'on appelle l'IPv6 World Launch, dont vous trouvez sur ce premier transparent l'URL. Alors pour cela, je suis en train de chercher...
C'est comment passer à la page suivante? Oui, oui, je sais. Excusez-moi. Ok. Il y a à droite du numéro de page. Donc, en haut, il y a le numéro de la page 01, je vois là. Il y a à droite. Ah, d'accord. Ok. C'est bon, Voilà. merci. Impeccable. Merci David. Excusez-moi pour ma faible connaissance de l'outil WebEx. Donc en fait, la présentation en elle-même s'articule essentiellement autour de 2 points. Un rappel de l'historique, mais Brice a eu l'occasion de vous présenter quelles sont les principales motivations pour définir et mettre en place une stratégie de migration IPv6 vers IPv6. Et je pense qu'il était en particulier important de retenir dans la présentation de Brice pourquoi les pays africains et les opérateurs africains peuvent jouer un rôle tout à fait moteur dans la promotion et dans l'utilisation d'IPv6. Je pense que vous avez été sensible à ces arguments qui me semblent effectivement extrêmement importants, et c'est typiquement le genre d'argumentaire que l'on essaye de développer au sein du groupe France Télécom en collaboration avec les collègues des différents pays africains où le groupe est présent. Et en fait, cette présentation elle-même va surtout se focaliser sur, d'une part, ce qui s'est passé le 8 juin dernier, qui coïncidait avec un autre événement mondial qui était la journée IPv6, c'est-à-dire cette journée pendant laquelle un certain nombre d'opérateurs ainsi que des fournisseurs de contenu à travers le monde ont décidé d'activer le protocole et les fonctions IPv6 et finalement de qualifier un petit peu à la fois le comportement des infrastructures réseau, mais aussi le comportement des internautes vis-à-vis de l'accès à du contenu qui était effectivement disponible en IPv6. Et sur la base du retour d'expérience de cette journée, je enchaînerai ensuite vers une présentation de ce qui va se passer le 6 juin prochain. Alors sur le contexte, je ne vais pas m'étendre trop longtemps puisque Brice, encore une fois, a été tout à fait clair dans les motivations pour définir et mettre en place une stratégie de migration vers IPv6. Au-delà du phénomène de pénurie d'adresses globale IPv4 auquel un certain nombre de continents sont d'ores et déjà confrontés, puisque la région Asie-Pacifique a été la première à être confrontée à cette pénurie dès l'année dernière, suivra cette année l'Europe en fait, puisque en France on se prépare en particulier à cette pénurie pour faire face à notre capacité de produire de nouveaux clients notamment. Et bien sûr, même si l'Afrique reste, selon les dernières estimations, le continent qui sera confronté à cette pénurie d'adresses un petit peu plus tard, typiquement vers les années 2015-2016, ce n'est pas pour autant qu'il faut envisager dès maintenant la définition et la mise en place d'une stratégie de migration vers IPv6. On le voit en particulier au travers de cet effet catalyseur que peut jouer le protocole IPv6. Je pense en particulier effectivement au fait de pouvoir s'affranchir de l'utilisation de fonctions de translation d'adresses qui, comme vous le savez, sont extrêmement pénalisantes pour un certain nombre de services. Et c'est d'ailleurs une fonction qui est de nature à dégrader la qualité associée à la fourniture de certains services, typiquement les services temps réel tels que les services de voix sur IP qui sont extrêmement consommateurs de ressources pour ce qui concerne la traversée d'équipements NAT. On voit également IPv6 comme un moyen, en particulier pour les fournisseurs de services africains, évidemment d'anticiper l'évolution globale de l'Internet. Je pense en particulier à la capacité qui sera donnée à ces fournisseurs de services africains de pouvoir garantir à leurs clients qu'ils auront la capacité d'accéder à n'importe quelle partie de l'Internet, que ces contenus soient disponibles comme c'est le cas aujourd'hui pour la majorité des serveurs web en IPv4 ou que ces contenus ne soient accessibles qu'en IPv6, puisque c'est également un phénomène que l'on est en train d'observer dans la région Asie-Pacifique avec notamment la Chine qui développe de plus en plus des services de contenu qui ne seront accessibles qu'en IPv6 et bien entendu n'importe quel fournisseur de services, et a fortiori les fournisseurs de services africains, qui d'ailleurs accueillent pour certains pays, je crois, une communauté asiatique assez importante, doivent garantir à leurs clients qu'ils auront cette capacité d'accéder à n'importe quel contenu disponible sur l'Internet. Le dernier point qui me semble important de souligner dans ce transparent, c'est effectivement d'utiliser IPv6 comme un catalyseur pour le développement de nouveaux services. On pense en particulier à l'Internet des objets, c'est-à-dire à la capacité finalement d'utiliser
d'utiliser l'Internet comme l'infrastructure réseau privilégiée pour mettre en communication non seulement des internautes, mais également des machines, ce qu'on appelle les services de communication machine à machine, dont on peut trouver une multitude d'applications dans des domaines extrêmement variés. Ça peut être des services de télémédecine, par exemple, c'est-à-dire la capacité qui serait donnée à un hôpital de pouvoir surveiller dynamiquement certaines données biométriques de leurs patients, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. On s'appuierait pour ce faire sur certaines caractéristiques du protocole IPv6, en particulier cette capacité du protocole à pouvoir introduire un niveau d'automatisation extrêmement élevé dans la découverte automatique des fonctions ou des services qui sont disponibles sur le réseau, la découverte automatique des voisins IPv6 avec lesquels vous serez susceptible de communiquer, ou encore la capacité de pouvoir acquérir dynamiquement l'ensemble des configurations nécessaires pour pouvoir accéder au réseau, par exemple la route par défaut, la valeur de la taille maximale du paquet IPv6 qui doit être envoyé sur le réseau, etc. Et donc, parmi les cas d'application, il y a les services de télémédecine, il y a également l'évolution des services domestiques, par exemple la capacité de pouvoir contrôler à distance un réseau de capteurs qui serait déployé chez l'habitant pour détecter un mouvement, détecter une fumée ou piloter un système d'éclairage par exemple. Donc toute une pléthore de services qui seront naturellement encouragés par l'utilisation du protocole IPv6 et là encore on pense que le continent africain de manière générale a un rôle de leader extrêmement important à jouer dans cette nouvelle ère numérique qui s'annonce. C'est un petit peu aussi ce qu'essaye d'exprimer le dernier point de ce transparent lorsqu'il évoque cette notion d'innovation sans contrainte, qui est effectivement un élément clé de ce qu'est devenu l'Internet aujourd'hui, hein, qui est bien entendu le média privilégié par beaucoup d'êtres humains pour accéder à des informations en ligne d'une manière aussi flexible que possible. Et donc IPv6 est vu comme, là encore, un faiseur de leader technique, si vous voulez, avec la question un petit peu triviale qui est posée dans ce transparent, qui seront les prochains Google et Facebook à tirer effectivement parti des avantages d'IPv6. Voilà, ça c'est pour dresser un petit peu le décor en guise d'introduction. On va maintenant passer un petit peu de temps sur ce qui s'est passé lors du 8 juin dernier, le 8 juin 2011, qui est donc la journée qui a été baptisée IPv6 World Day, c'est-à-dire la journée mondiale d'IPv6, pendant laquelle, encore une fois, un certain nombre de fournisseurs de services et de fournisseurs de contenu, y compris des collègues des pays africains, ont participé à l'activation du protocole IPv6 dans leurs infrastructures réseau et services pour essayer de qualifier finalement le comportement de ces infrastructures et en particulier qualifier le ressenti des utilisateurs et d'éventuels problèmes d'ingénierie liés à l'activation du protocole IPv6. Donc pendant 24 heures, les principaux acteurs du Web 2.0, hein, les principaux fournisseurs de contenu que sont en particulier Facebook, Google et Yahoo, mais il y a eu beaucoup d'autres participants à cette journée, ont effectivement activé le protocole IPv6. L'idée c'était d'une part de démontrer qu'IPv6 c'est une réalité technique, c'est une réalité standard. Vous savez tous que le protocole a été standardisé dans le milieu des années 90. C'est également une disponibilité technologique puisque les fonctions IPv6 requises sont désormais supportées très largement, à la fois par les constructeurs de routeurs, mais également par les constructeurs informatiques tels que Windows, Apple ou encore Linux. Et donc l'idée de cette journée, c'était à la fois d'encourager les acteurs de l'Internet à utiliser IPv6, mais également d'identifier et de diagnostiquer quels ont été les problèmes rencontrés de façon à développer une expérience opérationnelle en vraie grandeur, c'est-à-dire de pouvoir apprécier l'utilisation et l'exploitation des ressources du protocole IPv6 dans un réseau de la taille de l'Internet lui-même. On peut considérer que cette journée du 8 juin a été une première initiative de lancement opérationnel d'IPv6 à l'échelle de l'Internet, même s'il y a eu effectivement par le passé un certain nombre d'initiatives très comparables. Je pense en particulier à l'époque, certains d'entre vous ont peut-être connu, qui s'appuyait sur les ressources d'un réseau qui s'appelait le Sixbone, qui était un réseau expérimental développé sur l'Internet et qui permettait à un certain nombre d'opérateurs et de constructeurs de pouvoir valider les premières implémentations IPv6 disponibles. Donc les résultats observés pendant cette journée du 8 juin ont évidemment démontré le succès de l'entreprise. D'abord, on a pu constater que l'Internet n'a pas cessé de fonctionner simplement parce que quelques fournisseurs de services ou de contenu ont décidé
d'activer IPv6. Et puis, bien sûr, on a eu le plaisir de pouvoir constater une augmentation significative du trafic IPv6, mais on verra pour autant que le montant ou le volume total du trafic IPv6 observé pendant cette journée reste encore extrêmement marginal par rapport à la volumétrie de trafic global qui a circulé sur l'Internet ce jour-là. Alors, les motivations du 8 juin, la première motivation, comme on l'a dit, c'est l'encouragement à utiliser IPv6 pour ce qui concerne les acteurs de l'Internet, donc fournisseurs de contenu, fournisseurs de services et opérateurs, et en particulier démontrer aux opérateurs qui étaient encore un petit peu réticents que les contenus accessibles en IPv6 sont d'ores et déjà disponibles et sont en train de se développer d'une manière extrêmement importante. Je pense en particulier à ce qui se passe dans la région Asie-Pacifique depuis l'année dernière. L'idée était également de pouvoir améliorer la connectivité IPv6. On a pu constater quelques problèmes extrêmement sporadiques, Dieu merci, pendant cette journée, des problèmes qui étaient essentiellement liés à la technique utilisée pour accéder au contenu IPv6, puisque la plupart des internautes qui ont participé à cette expérience se sont appuyés sur les techniques de tunnel, sur lesquelles on aura peut-être l'occasion de revenir dans un autre webinaire, typiquement des protocoles de tunneling tels que ce qu'on appelle le 624 ou encore Teredo, dont l'ingénierie est relativement délicate, puisqu'il faut être capable de composer en particulier avec des valeurs de MTU, Maximum Transfer Unit, adéquates, c'est-à-dire la taille maximale du paquet IPv6 qui doit être acheminé au travers de ces tunnels de façon à permettre l'accès au contenu distant. On a pu observer dans certains cas, comme conséquence d'une taille de paquet maximale mal configurée, des erreurs de type 404, c'est-à-dire l'inaccessibilité au contenu demandé. L'autre motivation, c'était effectivement de fixer une date cible pour le déploiement d'IPv6 de façon à en faciliter son adoption. Donc l'idée de matérialiser cette date le 8 juin 2011 et pour cette année le 6 juin 2012 me semble assez significative sur la volonté de pouvoir finalement dresser une espèce de feuille de route qui serait adoptée par l'ensemble de la communauté Internet, de façon, là encore, à promouvoir et mettre en place, voire même accélérer la mise en place d'une stratégie de migration vers IPv6. Et bien entendu, c'est l'occasion pour l'ensemble des participants, et je pense en particulier aux fournisseurs de services et opérateurs du continent africain notamment, de pouvoir confirmer un certain leadership technique et devenir ainsi l'égal de Google ou de Yahoo pour ce qui concerne le déploiement d'IPv6. Enfin, un point qui est extrêmement important parce que l'histoire de l'Internet montre que c'est comme ça que le réseau a pu progresser en termes techniques et en termes d'efficacité et d'amélioration du niveau de qualité, c'est ce travail en mode collaboratif, c'est-à-dire la volonté de pouvoir consacrer du temps, des ressources pour chacun des participants et de pouvoir échanger des retours d'expérience, des bonnes pratiques sur la manière dont on déploie IPv6 dans une infrastructure réseau et une infrastructure service de façon à développer cette expérience qui est tellement nécessaire à la maîtrise du protocole qui est effectivement quelque chose de nouveau et avec lequel l'ensemble des acteurs de l'Internet vont devoir composer dans les années à venir. Alors, qu'est-ce qu'on a observé le 8 juin? J'ai déjà eu l'occasion de mentionner que, évidemment, l'Internet n'a pas cessé de fonctionner. On n'a évidemment rien constaté de nature à dégrader sensiblement la qualité du service d'accès à Internet tel qu'il pouvait être perçu par les utilisateurs, les internautes. Ce qu'on a pu observer, c'est qu'effectivement, il y a eu un certain nombre de participants qui ont été véritablement sensibilisés à la réalité d'IPv6. Je pense notamment à certains constructeurs de CPE, les Customer Premises Equipment, c'est-à-dire ces petits routeurs que vous installez chez vos clients pour leur permettre d'accéder à l'ensemble des services auxquels ils ont souscrit. Aujourd'hui, on avait constaté un certain, je dirais, défaut technologique sur le manque de support de fonctions IPv6 requises dans les CPE. On a pu observer, grâce au 8 juin, que les choses s'amélioraient d'une manière sensible auprès des fabricants de CPE. Alors j'ai eu également l'occasion de mentionner que le volume de trafic IPv6 qui a pu être mesuré pendant cette journée du 8 juin a augmenté d'une manière significative par rapport à ce qu'on observe d'habitude. Néanmoins, il faut être conscient du fait que le trafic IPv6 à l'échelle de l'Internet en termes de volumétrie de trafic global reste très inférieur à 1% finalement du trafic total qui a pu être observé ce jour-là. On peut signaler que parmi les pays les plus bavards en IPv6, si
si vous me passez cette expression, c'est la France, notamment grâce à un opérateur qui s'appelle Free et qui a été l'un des premiers à ouvrir commercialement un service de connectivité IPv6 depuis le mois de décembre 2007. Et en France, on a effectivement pu observer une volumétrie de trafic qui représentait un peu plus de 3% du volume de trafic national qui avait été observé ce jour-là. Alors un point technique à ne pas oublier, c'est que si vous activez IPv6 dans votre réseau, IPv6 sera systématiquement privilégié par rapport à IPv4 pour accéder à du contenu qui serait disponible à la fois en IPv4 et en IPv6. C'est-à-dire que lors de la procédure de résolution de nom, le service DNS que vous connaissez bien, si le service de contenu auquel vous souhaitez accéder dispose à la fois d'une adresse IPv4 mais également d'une adresse IPv6, alors votre terminal va privilégier systématiquement le protocole IPv6 pour accéder à ce contenu, sous réserve bien sûr qu'il récupère ce qu'on appelle l'enregistrement quadec correspondant, c'est-à-dire la résolution DNS, qui permet d'associer l'adresse IPv6 du site que vous souhaitez accéder à son nom de domaine, ce qu'on appelle un Fully Qualified Distinguished Name. Et c'est vrai bien sûr partout où IPv6 est activé, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de préférence systématique des environnements logiciels OS, Windows, Linux, Mac, pour utiliser IPv6 plutôt que IPv4 lorsque le contenu auquel vous souhaitez accéder est disponible en IPv4 ou en IPv6. Et ça, c'est quelque chose d'important à retenir parce que, en fait, c'est aussi l'un des moyens pour vos clients de les encourager à utiliser IPv6 et à constater d'eux-mêmes que l'accès en IPv6, eh bien, c'est à peu près la même chose que l'accès en IPv4. Évidemment, ça doit être aussi transparent que possible pour vos clients qui ne sont pas nécessairement intéressés par connaître les détails techniques de leur service d'accès à Internet, et pour autant, ils pourront éprouver une qualité de connexion en IPv6 qui sera au moins équivalente à celle qu'ils connaissent en IPv4. Deux transparents pour vous donner une idée statistique sur les volumétries de trafic. Donc ce que je mentionnais tout à l'heure, significatif en termes d'augmentation de la volumétrie du trafic IPv6 en valeur absolue, mais néanmoins encore insignifiant à l'échelle de la volumétrie de trafic global. C'est ce que vous indique cette statistique que j'espère vous pouvez voir correctement à l'écran, puisque vous pouvez constater en fait que évidemment le trafic IPv4 est extrêmement prédominant, 82% pour le trafic TCP et un peu plus de 16% pour le trafic UDP, et vous pouvez constater que pour ce qui concerne les équivalents en IPv6, en jaune, ici, c'est la volumétrie du trafic TCP s'appuyant sur IPv6, et en bleu clair, c'est la volumétrie du trafic UDP observé et s'appuyant sur IPv6, donc encore une fois quelque chose d'extrêmement marginal. Alors, ce que l'on peut constater, ce qu'on a pu constater pendant cette journée, c'est qu'il y a deux applications qui ont été très majoritairement utilisées par les internautes qui ont participé à l'expérience. C'est l'application MicroTorrent, qui est une version un petit peu simplifiée et optimisée de l'application BitTorrent, et qui reste donc très, très largement majoritaire parmi l'ensemble des applications qui sont d'ores et déjà compatibles avec IPv6. On observe notamment une représentation très nette de MicroTorrent, puisque c'est la première application peer-to-peer à avoir été utilisée et qui s'est donc appuyée sur le protocole IPv6. Donc vous avez quand même aussi l'occasion, au travers de ce transparent, de constater que le contenu en IPv6 est disponible, qu'un certain nombre d'applications parmi les plus populaires sont effectivement disponibles en IPv6, et que la situation fait qu'aujourd'hui on assiste à un développement massif des applications que vous avez couramment l'habitude d'utiliser et qui sont désormais disponibles en IPv6. Il y a toute une batterie des applications fournies par Google qui sont aujourd'hui systématiquement disponibles en IPv6. YouTube est par exemple un exemple particulièrement emblématique de ce qui est disponible en IPv6, mais globalement, vous avez aujourd'hui une disponibilité d'applications et de contenus qui font du contenu IPv6 une réalité. Alors, qu'est-ce qu'on a appris le 8 juin? Bon, IPv6 a clairement fonctionné. Ça, c'est un verbatim, en fait, que j'ai repris d'un certain nombre d'industriels et en particulier des constructeurs de routeurs qui ont participé à cette journée. On a pu observer également un véritable effort
collaboratif qui a effectivement dépassé les enjeux commerciaux, puisque là c'était une mise en commun d'un certain nombre de ressources par des opérateurs venant de différents horizons, des opérateurs nord-américains, africains, asiatiques, européens, et ça a permis de travailler sur finalement la mécanique IPv6 proprement dite et partager des bonnes pratiques qui sont essentielles dans le déploiement et dans l'efficacité de la mise en place d'une stratégie de migration vers IPv6. Donc, si je devais chercher à vous convaincre par ce transparent-là, ce qu'il faudrait retenir pour ce qui concerne la communauté des opérateurs, c'est que les contenus IPv6 existent et se développent. Et encore une fois, en tant qu'opérateur, vous devez de garantir à vos clients leur capacité à accéder à n'importe quel type de contenu et à fortiori les contenus IPv6. Et bien entendu, si vous fournissez cette connectivité IPv6 à vos clients, ça signifie que le trafic va augmenter d'autant et par conséquent, ce sera une augmentation substantielle de votre chiffre d'affaires et de votre parc de clientèle. La bonne nouvelle du 8 juin, c'est aussi le constat qu'un certain nombre de mythes ont pu enfin être brisés, parmi lesquels IPv6 ne fonctionne pas et ne sera jamais déployé. On a, je crois, clairement démontré depuis le 8 juin que c'est un mythe pur et simple. L'autre mythe, c'est les acteurs de l'Internet sont incapables de travailler ensemble à la promotion d'IPv6, avec plus d'1 millier de participants officiellement enregistrés par l'Internet Society ce jour-là. Bien entendu, on montre là encore que c'est une contre-vérité que de prétendre que les acteurs de l'Internet sont incapables de travailler ensemble pour promouvoir une amélioration substantielle de l'Internet. Et Dieu merci, on observe depuis une évolution particulièrement significative des mentalités. Alors, où allons-nous maintenant? Eh bien, on va vers le lancement mondial d'IPv6. Cette fois-ci, c'est pour de bon. Ça, c'est le gimmick qui a été retenu par l'Internet Society pour promouvoir cette journée du 6 juin prochain. C'est-à-dire que mercredi prochain, le 6 juin, sera la date officielle du coup d'envoi d'IPv6 dans Internet. C'est-à-dire que l'ensemble des entités qui vont participer à cette journée s'engagent à maintenir les fonctions IPv6 activées dans leur réseau et à ne pas les désactiver, ce qui signifie en particulier que l'accès à l'Internet IPv6 sera fourni par l'ensemble des participants à cet événement, les participants étant ceux qui ont d'une part participé à la journée du 8 juin dernier et qui, j'espère, seront rejoints ce jour-là par d'autres fournisseurs de services et de contenus. Et ce qui est évidemment important de signaler, c'est que le 6 juin est juste une date à partir de laquelle l'Internet va progressivement évoluer vers ce que sera l'Internet IPv6 dans quelques années. Ça signifie en particulier que les accès IPv6 fournis aux internautes par les fournisseurs de services participants sera un accès permanent. Et bien entendu, on profitera d'un certain nombre de sessions de communication auprès de nos clients pour les encourager à utiliser IPv6 de façon à développer de plus en plus un usage important, massif des services commerciaux IPv6. Alors, quels sont les principes? IPv6 est activé par défaut. Évidemment, l'introduction d'IPv6 doit être aussi transparente que possible vis-à-vis des utilisateurs, c'est-à-dire que l'on ne fait pas d'hypothèse sur la technologie d'accès utilisée par l'internaute ou la technologie du terminal qui sera utilisé par l'internaute pour accéder au contenu IPv6. Les participants à cette journée seront bien entendu l'ensemble des acteurs de l'Internet et vous avez une liste qui est aujourd'hui disponible sur le site mentionné sur ce transparent. Et bien entendu, l'objectif est triple. D'abord, à accélérer le déploiement d'IPv6 pour les acteurs qui ont déjà défini leur stratégie de migration. Le deuxième objectif, c'est d'encourager l'adoption d'IPv6 pour les acteurs qui n'ont pas encore mis en place de stratégie de migration. Et je voudrais profiter de cette intervention pour dire là encore que ces séminaires web que l'on organise en collaboration avec l'ISOC et la FRENIC sont là pour vous aider, pour vous accompagner à définir votre stratégie de migration vers IPv6 et bien entendu pour aborder en particulier les problèmes techniques ou les questions que vous pouvez vous poser et de façon à faire en sorte que IPv6 devienne, je dirais, une pierre angulaire de l'ère numérique du continent africain qui encore une fois doit jouer un rôle essentiel dans l'évolution de l'Internet. Et bien sûr, faire d'IPv6 la pierre angulaire du développement de l'Internet, c'est maintenant pratiquement ce qui relève d'une tautologie. Alors, il y a trois types de participants
à la journée. Je vais commencer par les fournisseurs de services ou les opérateurs. Vous avez ici une liste d'un certain nombre de participants qui sont officiellement déclarés. Évidemment, cette liste a augmenté depuis que j'ai préparé cette présentation. Je pense que mon collègue et ami Modou, qui va intervenir tout à l'heure, aura l'occasion de vous confirmer que Sonatel fait effectivement partie des opérateurs enregistrés. Et puis, encore une fois, se faire enregistrer auprès du site de l'ISOC, c'est accepter le principe selon lequel IPv6 fait désormais partie intégrante des services proposés par l'opérateur participant. Ça signifie très concrètement que tout nouveau client se verra attribuer un préfixe IPv6, éventuellement en plus d'une adresse IPv4 à partir du 6 juin prochain. Ça signifie également que l'importance de l'usage d'IPv6 va dépendre assez naturellement des capacités technologiques terminaux réseaux domestiques qui sont disponibles chez les internautes, ce qui signifie par ailleurs un travail de ce que j'appellerais de l'évangélisation, c'est-à-dire notre capacité à pouvoir encourager nos clients et nos internautes à utiliser IPv6. Ça peut passer par des séminaires de communication que vous organisez chez vous, dans vos agences commerciales, etc. Alors techniquement, les participants déclarés doivent faire en sorte qu'au moins 1% de leurs clients utiliseront effectivement IPv6 pour accéder au contenu des fournisseurs participants à partir du 6 juin. Ça signifie que 1% de ces clients devraient disposer de la technologie adéquate, alors soit en termes de terminal mobile, soit en termes de CPE, donc typiquement par exemple un routeur, ce qu'on appelle un routeur double pile, dual stack, c'est-à-dire capable de traiter à la fois du trafic IPv4 et du trafic IPv6, de façon à ce que ces clients-là puissent accéder nativement au contenu IPv6 fourni par les fournisseurs de contenu qui participent à l'opération. Alors, ce qui est important aussi de signaler, c'est qu'à partir de 6 juin, il y a un certain nombre de participants qui vont mettre en place des campagnes de mesure de la volumétrie du trafic IPv6, mais également mesure du nombre de visites de sites IPv6, etc. et que ces données seront disponibles sur le site mis en place par l'Internet Society. Pour ce qui concerne les fournisseurs de contenu, on va retrouver ceux qui ont évidemment participé à la journée du 8 juin dernier, donc en tête Google, Facebook, Yahoo. Microsoft Bing fait partie des petits nouveaux qui se sont déclarés sur le site. IPv6 est nativement supporté, ça signifie en particulier qu'un site comme google.com est non seulement accessible en IPv4, mais également en IPv6. Ce qui signifie que si vous disposez d'une connectivité IPv6 et d'un terminal qui est un terminal double pile, typiquement votre PC ou votre Mac, vous aurez systématiquement accès au site Google en IPv6 et vous pourrez bien entendu bénéficier des services qui sont aujourd'hui disponibles en IPv4 sans autre forme de distinction, c'est-à-dire que ce sera aussi transparent que possible vu de l'internaute. Donc encore une fois, d'un point de vue technique, c'est la connectivité IPv6 qui sera systématiquement privilégiée en cas d'accès dual stack, IPv4 et IPv6. Et là encore, les statistiques seront disponibles sur le site mis en place par l'ISOC. Enfin, la troisième catégorie de participants, ce sont les industriels. Donc vous avez ici deux industriels qui ont été les premiers à se déclarer sur le site, qui sont en particulier fournisseurs de CPE, donc Cisco et D-Link. Et là encore, ça signifie pour ces industriels que le support d'IPv6 est systématique, c'est-à-dire que les produits qu'ils commercialisent supportent l'ensemble des fonctions IPv6 qui sont requises pour bénéficier d'une connectivité IPv6 ou d'un accès à l'Internet IPv6, et ils doivent être également capables de démontrer leur capacité d'interopérabilité selon des suites de tests de conformité protocolaire qui ont été en particulier mis au point par l'Université du New Hampshire et en particulier le laboratoire d'interopérabilité, mais d'autres organismes ont la capacité de fournir ce genre d'informations. Voilà, engagez-vous, c'est le principal message de cette présentation. Participer à l'événement du 6 juin, c'est effectivement s'engager à déployer IPv6 de façon pérenne, avec un niveau de qualité qui sera au moins équivalent à celui d'IPv4, et c'est bien sûr l'une étape supplémentaire dans l'adoption massive d'IPv6. Pour ce qui concerne l'ISOC proprement dit, bien entendu, cette journée du 6 juin n'est qu'une facette parmi d'autres de l'implication importante de l'ISOC dans la promotion d'IPv6. Je souhaitais signaler deux efforts qui me semblent particulièrement significatifs. Le premier, c'est le programme Deploy 360, qui est un programme destiné aux organisations qui souhaitent déployer IPv6, et vous en trouverez les détails sur le lien qui est mentionné dans ce transparent. Et puis, bien sûr, l'ISOC fournit un soutien permanent aux efforts de déploiement IPv6 dans le monde. J'ai eu l'occasion notamment d'apprécier la qualité de la collaboration avec l'ISOC pour ce qui concerne France Télécom, avec une participation aux premières réunions qui
qui réunissait autour d'une même table un certain nombre d'opérateurs pour mettre en place IPv6 et pour partager des bonnes pratiques. Et donc, de nombreuses structures voient la participation active de l'ISOC pour la promotion d'IPv6, que ce soit la gouvernance de l'Internet ou encore des autorités de régulation. Voilà, je crois que j'en ai terminé. Je sais que j'ai été un peu bavard, comme d'habitude. Je vous remercie de votre attention et je vais rendre la parole à David. Merci à vous. Merci beaucoup, Christian. C'était une très très bonne présentation. C'est pour ça que j'ai été laissé déborder un peu sur le temps et surtout qu'on a 2 heures aujourd'hui. Je pense qu'on peut se permettre de déborder. Merci encore. Juste une petite précision. Les participants à la journée du Lion qui sont mentionnés ici sont juste une petite partie des participants. En fait, il y a plus de 1000 participants à l'heure actuelle. Donc, c'est une journée qui va être énormément suivie et j'espère qu'il y aura donc 2 jours plus de participants africains. Merci encore. La prochaine présentation sera par Modou Sall du Sonatel qui nous parlera de l'expérience de Sonatel. Juste quelques mots sur Modou. Modou Sall est chef du département infrastructure et services haut débit et responsable du programme Data Mobile End-to-End à il était chef de projet IPv6 de Sonatel de 2006 à 2011. Il a aussi le déploiement de l'ensemble des expérimentations. Merci encore, Modou. Avant de donner la main, je vais demander à Marius Sarr de mettre son micro sur mute parce qu'il y a un bruit de fond. Je pense que c'est son micro qui fait ce bruit. Merci. Modou, tu as la parole. Merci beaucoup, David. Donc, j'aimerais partager avec vous l'expérience IPv6 donc, de Sonatel. Donc, on passe rapidement donc, à l'agenda. Donc, les faits et raisons pour IPv6. Rappelez un peu les challenges des opérateurs télécoms et puis partager avec vous quelques expérimentations que nous avons déjà faites sur IPv6 et dégager les prochaines étapes. Alors, les faits et raisons pour IPv6, je pense que les présentations de Brice, de Christian sont largement revenues quand même sur les motivations, les drivers pour aller sur IPv6. Pour nous, opérateurs télécoms, bien évidemment, c'est toujours pareil. Hein. Il y a une pénurie d'adresses IPv4 qui est là. L'explosion également du nombre de terminaux mobiles avec des besoins d'accès à Internet de n'importe où, n'importe quand, sur n'importe quel type de terminal. Et ce qui est quand même fait que c'est un vrai challenge aujourd'hui pour effectivement passer à un plan d'adressage beaucoup plus important. On parle également de l'Internet des objets et tout ça. Mais ce qui est surtout également important, c'est que IPv6 est mandatory 3GPP, UMTS, IMS dans la release 5. C'est-à-dire aujourd'hui, effectivement, pour aller vers l'IMS et offrir des services de qualité, il faut effectivement donc passer à un adressage IPv6. Je pense que Christian l'a rappelé, hein, pour des services comme la voie SUNIP, etc. Il faut effectivement donc passer sous IPv6. IPv6 également, c'est plus de sécurité, une meilleure qualité de service, mais également une mobilité garantie. Je pense que c'est un problème extrêmement important pour les opérateurs et qui, dans l'avenir, sera une des clés de succès. C'est aujourd'hui de pouvoir, à la maison, démarrer un streaming vidéo, de sortir de la maison, hein, de devoir aller quelque part, de sortir de la couverture Wi-Fi et de rentrer dans une couverture 3G ou autre, et de devoir maintenir sa connexion sans que ce stream vidéo ne soit coupé. Ce qu'on appelle du end-over intersystem et qui aujourd'hui, il est clair, ne pourra être soutenu que sous IPv6.
Autre problème également important pour nous opérateurs, c'est l'optimisation bien sûr des OPEX sur les réseaux à travers une architecture optimisée. Et comme on le sait également, le nombre de terminaux à la maison va exploser dans les années à venir. Si aujourd'hui nous sommes à 2, 3, 4 terminaux connectés sur Internet, ce nombre ne va cesser d'exploser. On va se retrouver à entre 30 et 100 terminaux qui seraient connectés à la maison. Et pour tous ces terminaux connectés pour accéder à Internet, bien évidemment, il faudrait aller vers les réseaux. Alors, les challenges pour les opérateurs, c'est de garantir à nos clients notre capacité de migrer vers IPv6, c'est extrêmement important. Nous faisons face également pour pas mal d'opérateurs aujourd'hui à une croissance du parc ADSL. Et ce qui se fait par exemple chez nous à Sonatel, nos clients ADSL, bien évidemment, on leur alloue une adresse IP publique. Et ce qui fait que plus le nombre de clients augmente, plus il faut une adresse IP publique. Et devant tous ces enjeux dont on a parlé, bien évidemment, il faudrait préparer le réseau à pouvoir demain, pour une pérennité, une continuité du service, bien sûr, de l'offre dans les années à venir, pouvoir effectivement aller vers IPv6. L'autre problème qui a été souligné également, c'est des problèmes de performance liés aux architectures du réseau mobile, notamment les impacts sur le NAT. Et là, c'est des choses quand même extrêmement importantes parce qu'aujourd'hui, les opérateurs s'orientent vers ce qu'on appelle du fair usage policy, c'est-à-dire de l'Internet différencié, hein, de pouvoir offrir de l'Internet en fonction du profil du client, de pouvoir bien identifier. Et ce qui est possible, ce qu'il est possible de faire, bien évidemment, en utilisant donc le profil Radius, etc. Mais le souci ici aujourd'hui auquel nous sommes déjà confrontés d'ailleurs au niveau de Sonatel, c'est que si nous souhaitons le faire aussi bien pour nos clients fixes que pour nos clients mobiles, il nous sera difficile d'avoir une plateforme de service, une plateforme du moins mutualisée, de charging mutualisé, avec la fonction PCF, DPI, PCRF également embarquée. Tout simplement parce que les nœuds de sortie vers Internet le nœud de sortie vers Internet pour le fixe est difficilement mutualisable avec le cœur de réseau mobile. On est obligé d'avoir du trafic en aller-retour, etc. Et là, ça oblige l'opérateur à faire un double investissement, n'est-ce pas, pour pouvoir faire ce qu'on appelle du fair usage policy, alors que si on était passé à IPv6 et si l'on s'affranchissait du Network Address Foundation, c'est effectivement des offres assez intéressantes que l'opérateur pourrait déployer. Donc aujourd'hui, le NAT crée même des limites pour créer des offres, n'est-ce pas, pour mettre en place de nouveaux services, notamment donc, au niveau du réseau. Il y a également des enjeux liés aux nouveaux services qui vont être déployés, donc je pense au machine to machine, donc tout ce qui est Wi-Fi offload, mais également la convergence fixe mobile. Autre challenge également, c'est le roaming pour les clients qui sont en mobilité avec un terminal V6 en ligne. Terminaux également qui supportent IPv6, donc la maîtrise des roadmaps, de la roadmap des fournisseurs. Donc, tout ça donc reste des challenges pour les opérateurs. Alors, en ce qui concerne IPv6 donc, et Sonatel, donc, nous avons démarré en 2006. Et donc avec l'acquisition d'un préfixe auprès d'Afrinik, et qui nous a permis donc de déployer une passerelle Internet V6 donc avec un routage vers nos deux upstream providers, que sont France Télécom et Tata Communications. Donc nous avions démarré à l'époque avec des tunnels 624 vers les universités, n'est-ce pas, mais également vers l'Agence de l'informatique de l'État. La raison était simple, bon, il fallait aller vite, ils avaient des accès déjà à Internet. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut noter sur cette partie-là, c'est que nous avons la capacité, n'est-ce pas, à partir de liaisons louées, de leur offrir, n'est-ce pas, une connectivité native IPv6. Un volet également important, c'était la formation à l'époque de 4 experts, donc en marché du forum IPv6 de Dakar, mais également le lancement d'un plan d'intégration IPv6 dans le réseau opérationnel, donc au niveau du cœur et de l'accès. Mais aussi donc supporter nos filiales, notamment Orange Money, avec l'annonce de leur préfixe IPv6, vu qu'ils transitent pour aller vers Internet via le réseau IP, via le réseau donc de Sonatel. Un point également important, c'est d'assurer l'intégration de IPv6 en cohérence avec le renouvellement des équipements. Vous savez qu'un opérateur, un réseau, c'est quelque chose qui vit, hein. C'est des équipements qu'il faut remplacer, c'est des extensions de capacité de production. Tous ces équipements acquis, et donc nous avions retenu de dédier un paragraphe IPv6 dans les RFP
qui a été lancé donc depuis 2006, ce qui permet effectivement de nous assurer que les équipements qui sont introduits dans le réseau sont des équipements IPv6 ready. Et certains équipements, bien sûr, aujourd'hui supportent le dual stack, que ce soit nos Cisco, nos Veras, etc. Ensuite, en 2009, donc, nous avons, avec le soutien du groupe France Télécom, donc, lancé un plan d'expérimentation IPv6, donc, pour pouvoir donc, mettre en place des services. Parce que la finalité, bien évidemment, c'est d'avoir un réseau prêt avec des offres qui sont disponibles pour nos clients. Du MPLS VPN V6, de l'ADSL V6, mais également dans le pipe, tout ce qui est IPTV, Voice over IP, etc. Une formation également d'une vingtaine d'experts, des filiales Orange de la sous-région, ont bénéficié également d'une formation IPv6 dans le cadre du programme qui a été délivré à l'époque par Christian. Sensibilisation également du management et des services marketing, donc avec la présentation de la stratégie, c'est extrêmement important pour leur permettre quand même d'être sensibilisés par rapport aux différents enjeux, et des communications donc assez permanentes sur le programme, donc lors des salons, séminaires IPv6 Afrique et ICANN. Prise en compte évidemment aussi d'IPv6 dans l'architecture d'interconnexion des réseaux IP-MPLS du cluster Orange, donc de l'Afrique de l'Ouest. Alors là, on passe aux expérimentations qui ont été déroulées donc, au sein de Sonatel. Donc, une des expérimentations importantes, c'est le MPLS VPN V6, qui est un des besoins importants aujourd'hui des entreprises, c'est d'interconnecter leurs différents sites entre eux. Et l'idée ici, c'est de dire, je prépare mon réseau, je ne vais pas attendre qu'un client me dise, écoute, moi j'ai un site IPv6 que je veux connecter, etc. Et qu'on se demande et qu'on commence à se dire, mais allez, tiens, comment on va le faire? Et tout cela aujourd'hui pour dire que par rapport à ça, nous avons effectivement, nous nous sommes appuyés sur la technologie donc 6VPE, ça veut dire que nous avons passé tous nos PI routers, ceux qui connaissent les réseaux IP-MPLS, c'est-à-dire les routeurs de bordure, en dual. Qui sont annoncés via le backbone. Modou, on t'a perdu pendant quelques secondes, disons 30 secondes, donc tu peux aller un peu en arrière. Voilà, donc j'en étais effectivement donc à l'expérimentation, donc comme je disais, du service MPLS VPN V6. Donc comme vous le savez, pour un opérateur aujourd'hui, l'interconnexion de sites d'entreprise est une des offres phares et un des besoins également des clients, que ce soit les banques, les institutions. Ils souhaitent effectivement avoir interconnecter leurs différents sites, que ce soit dans un même pays ou bien à l'échelle sous-régionale ou mondiale. Et l'idée effectivement, c'est de préparer les réseaux pour ne pas être surpris qu'un client se réveille et dise, voilà, moi je voudrais, j'ai un site donc IPv6 ou bien je veux accéder à mon headquarters, etc., qui est en IPv6, etc. Donc de pouvoir en tout cas assurer, et je disais tantôt que nous nous sommes appuyés sur la technologie, donc CVPE, en rendant nos provider edge routers dual stack, c'est-à-dire supporter la double pile, mais également donc encourager donc les CE côté client à supporter aussi donc le dual stack. Donc cela nous a permis de pouvoir interconnecter des sites V6 entre eux, mais des sites V6 également avec des sites V4, donc en mettant en place un MPLS VPN. Sans changement dans le cœur de réseau, les petits routers sont restés en IPv4. Et donc, toutes les annonces qui sont faites par les CE vers les PE, ces annonces sont propagées en s'appuyant sur du IDGP V6. Donc, ce que nous avons seulement fait, bien évidemment, c'est de mettre deux routes réflecteurs, donc, qui étaient eux V6 dédiés, pour pouvoir, n'est-ce pas, propager ces annonces-là vers les autres PE. Donc, le trafic MPLS VPN V6 est transporté de la même manière que le trafic MPLS V4.
Donc là, un peu la description de ce que je disais. Hein. Donc, Feature 6VP sur les PE qui sont connectés au C en dual stack, ce qui permet d'avoir un mix de trafic IPv4 et IPv6. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est sur la même VRF. Il n'y a pas besoin d'avoir une VRF dédiée. Mise en œuvre de 2 routes réflecteurs supportant les MPI BGP, donc avec l'annonce des préfixes qui vont être propagés vers les PE. Ça aussi, c'est pas obligatoire, hein. Donc, ça dépend. Si on a beaucoup de PE dans le réseau pour éviter d'avoir des soucis de performance, que les PE se mettent à propager tout ce qu'ils appellent aux autres PE, bien évidemment. Donc, les routes réflecteurs permettent d'augmenter les performances, d'éviter d'annoncer à des PE qui peut-être n'en ont pas besoin. Mais ce qui est intéressant ici également, c'est la capacité de supporter des mécanismes de qualité de service, notamment tout ce qui est marquage queuing, qui permet l'activation de la qualité de service, n'est-ce pas, entre les PE et les CE, comme on en a donc dans les réseaux IPMPLS sous V4. Le trafic Internet, là aussi pareil, hein, donc une VRF Internet qui est configurée et permet de transporter la default donc, vers chaque VPN. Ensuite, le slide suivant, donc, on a le cluster de l'Afrique de l'Ouest, qui est aujourd'hui l'interconnexion des réseaux IPMPLS des clusters Orange donc, de la sous-région, qui également nous permet aujourd'hui, quand on a des filiales qui se trouvent, une filiale d'une entreprise qui se trouve en Côte d'Ivoire, en Guinée-Conakry, Bissau, et qui veut interconnecter tous ces sites-là vers un headquarter se situant à Dakar ou quelque part dans le monde, et bien évidemment, il est possible aussi que ce client-là ait un site sous IPv6, parce que ça a été, n'est-ce pas, un des drivers mandatory de la mise en place de cette architecture-là, c'est qu'il fallait que, n'est-ce pas, ce réseau puisse, en tout cas, de manière transparente également, véhiculer du trafic IPv6. Donc, la mise en place dans un environnement multi-AS, il n'y a pas du tout de différence que par rapport à ce qu'on a connu sous IPv4. Alors, les prochaines étapes. Aujourd'hui, donc, nous sommes en train de conduire un projet référent IPv6 qui implique les différents acteurs des domaines techniques, marketing, des analystes également économiques au sein de la compagnie. L'objectif visé est de préparer le réseau pour dérouler des pilotes avec le soutien du groupe France Télécom, notamment des pilotes qui seraient ouverts à nos clients pour permettre aux autres filiales de bénéficier des résultats technico-économiques. Donc, c'est un projet quand même assez important. Et donc, 2 phases sont ciblées. Donc, la première phase, c'est de faire un point sur le taux d'utilisation des adresses IPv4 en fonction des services, d'assurer un audit du réseau IT et Network. Donc, il y a un volet quand même important, la partie réseau, mais également il y a la partie système d'information qui est quand même assez complète aujourd'hui, hein, sur laquelle, bien évidemment, il faudrait aussi qu'on veille, n'est-ce pas, pour aller vers, excusez-moi, hein, j'ai l'impression d'avoir perdu un slide, mais bon, c'est pas grave. Sur le donc, système d'information qui est extrêmement important, parce que sur ce système d'information-là, aujourd'hui, on a des serveurs, donc des billing, donc des plateformes de charging, etc., qui font que c'est un black box dans le réseau des opérateurs. Il faudrait également veiller à passer sous IPv6, donc à bien l'auditer, c'est extrêmement structurant. Autre chose également, c'est la mise en œuvre donc, de pilotes Internet D6 pour tout ce qui est client résidentiel, donc, en intégrant donc, toute la chaîne de provisioning, les configurations techniques, les SAV, etc., pour pouvoir donc être prêt à mettre très rapidement sur le marché, n'est-ce pas, toutes ces nouvelles offres. Bon, la phase 2, ce serait passer à la voie sur IP et tout ce qui est pilote mobile sous V6. J'avais quelques slides donc sur l'ADSL. Je ne sais pas ce qui s'est passé là. Je ne les retrouve plus. Bon, mais je peux en parler quand même assez rapidement. Assez intéressant aussi. Donc, un trial que nous avions fait sur l'ADSL sous V6 qui nous a permis également de tester l'accès à des clients résidentiels, n'est-ce pas, donc à ce service-là, avec un BRAS qui était positionné dans le réseau du fournisseur Cisco System, donc avec un CPE Cisco 877,
le DSLAM qui était un DSLAM donc de Huawei, qui actait comme un bridge, n'est-ce pas, et qui nous a permis bien évidemment avec donc les fonctionnalités de délégué donc de pouvoir allouer un préfixe lorsque donc la requête arrive. Donc on s'appuyait sur du PPPoE, pouvoir allouer donc un préfixe IPv6/60, n'est-ce pas, au CPE, avec le mécanisme d'autoconfiguration. Tous les devices qui sont derrière pourraient, n'est-ce pas, acquérir donc une adresse IPv6. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Et pour annoncer également notre participation le 6 juin à l'IPv6 World Day, comme nous l'avions fait d'ailleurs l'année dernière, hein, mais je pense que nous n'étions pas inscrits du côté de l'ISOC, mais quand même nous avions eu un site IPv6 natif et un autre donc en dual stack, n'est-ce pas? Cette année aussi pareil, hein, nous sommes en train de finaliser donc pour pouvoir participer de manière active à cette journée. Et je vous remercie et j'attends donc vos questions. Merci. Merci Modou, merci pour la présentation et aussi pour faire partie de cette journée aussi en fait pour activer IPv6 après le 6 juin. Je pense que c'est très important que les Africains fassent partie de cette initiative très importante. On va passer à la prochaine présentation qui sera une expérience qui va parler du déploiement d'IPv6 au Cameroun. Janvier Goulaye il vient de l'université du Cameroun, il est président du chapitre ISOC au Cameroun. Il est informaticien de formation avec une thèse de doctorat de l'Université de Montréal au Canada et il enseigne à l'Université 1 au Cameroun. Il est très actif dans le domaine de l'Internet et il a organisé essentiellement Afrinic 15 au Cameroun l'an dernier. Merci Janvier pour avoir accepté de se présenter sur le déploiement du IPv6 au Cameroun. Janvier, tu es là? Je pensais avoir vu Janvier. Je ne le vois plus maintenant. Nchuki, do you see Jean-Pierre? He's just gone offline, David. Okay. He was on. Donc, yes. Ok. Donc, je pense que Janvier doit avoir un problème technique. Je propose qu'on accepte les questions pendant que Janvier essaye de se reconnecter. On va essayer de le contacter par email ou Skype entre-temps. Donc, si vous avez des questions pour l'un des trois présentateurs, vous êtes maintenant libre pour poser vos questions. En fait, entre-temps, vous avez la possibilité de lever la main. Et donc, vous pouvez voir, par exemple, je pense que c'est au droite, au milieu, juste en bas des noms des participants, vous avez une image qui ressemble à une main et c'est écrit Raise Hand. Donc, si vous voulez parler, il y a quelqu'un d'autre qui est en train de parler, vous pouvez cliquer dessus et moi je saurai que vous avez demandé la main. Et quand vous aurez fini, vous cliquez dessus encore
pour montrer que vous n'avez plus la main levée. Donc, maintenant, vous avez la parole si vous avez des questions. Allô? Allô? Oui, allez-y, on vous entend, allez-y. Vous vous Oui, je suis présentez Noussi. D'accord. Je suis Noussi Mistral et je participe pour la première fois à cette conférence et je suis très content vraiment d'avoir été informé. Et je suis fournisseur d'accès Internet au Tchad et nous sommes très intéressés par la question de IPv6 puisque dans quelques jours, cette solution sera incontournable. Bon, la question et la préoccupation est effectivement comment nous allons vraiment nous y prendre pour passer notre système à l'IPv6 précisément. Est-ce que nous devons, en tant que fournisseur d'accès Internet, attendre les plages d'adresses IP de Afrinic ou bien nous devons attendre de notre fournisseur d'accès Internet puisque actuellement, avec la configuration actuelle, c'est lui qui nous fournit les adresses IP et les passerelles capables d'avoir accès à Internet. Deuxième question, nous avons des contrôleurs de bande passante. Nous avons des contrôleurs de bande passante pour le contrôle pour contrôler les bandes passantes et les délimiter à nos clients. Ces équipements-là, devons-nous les changer avec des équipements compatibles IPv6 ou bien c'est possible de faire des upgrades ou bien peut-être la question n'est pas indiquée ici, je dois contacter le fournisseur de cet équipement et ça c'est pour la deuxième préoccupation. La troisième préoccupation, les CPE. Parce que j'ai entendu je ne sais pas exactement de qui ça doit être, M. Christian Jacquinet, qui a parlé de ça. Pour les CPE, faudra-t-il changer complètement mon arsenal CPE, ma partie RF, ou bien que devrais-je faire en réalité? Donc voilà autant de préoccupations que nous faisons face. Et si vraiment dans ce forum, cette conférence, je peux avoir des réponses précises, je serai très réjouissant. Qui veut répondre à cette question? Je pense qu'il y a une partie au moins pour Afrinic. Oui, bien sûr. Allô, David? Oui, vas-y, Brice. Voilà, justement, merci, Noussi Nissal, pour ta question concernant comment obtenir, quelle est la meilleure solution pour vous en tant qu'ISP. Bon, je pense qu'en tant qu'ISP, la meilleure solution pour vous, c'est d'avoir votre propre bloc d'adresse. C'est d'avoir votre propre bloc d'adresse. Et Afrinic, en la matière, dans la présentation que j'ai faite à des policiers qui facilitent les membres ou ceux qui ne sont pas encore membres, qui veulent devenir membres, à obtenir des adresses IPv6. Je pense qu'en tant qu'ISP, il serait bien de prendre attache avec Afrinic pour faire une demande de membership parce que vous n'êtes pas encore membre d'Afrinic. Donc, pour faire une demande, pour être membre d'Afrinic, et ensuite, on va vous guider dans l'obtention de vos blocs d'adresse IPv6.
Mais je tiens encore à le dire, en tant qu'ISP, il est bien, il est important que vous ayez vos propres blocs d'adresse, parce que si vous voulez demain avoir un autre app streamer, vous allez être obligé, dans votre cas actuel, de redonner les adresses que votre présent app streamer vous a données et de prendre d'autres adresses encore. Ça va vous obliger à changer la configuration de vos équipements de bordure, notamment les adresses publiques que vous avez déjà passées et que vous utilisez en ce moment. Alors que si vous avez votre propre bloc d'adresse IP, vous allez justement prendre un autre app streamer, faire le contrat avec le nouvel app streamer, utiliser vos propres adresses, vos équipements et les configurations passées sur vos équipements ne changeront pas. Et ça sera un avantage pour vous, ça sera un gain de temps pour vous. Donc, je vous conseille vivement de prendre la tâche avec Aphrenic. Bon, il y a David qui a dit tout à l'heure qu'il allait mettre les slides sur le site web d'ISOC. Vous avez les différents liens sur la présentation que j'ai donnée. Donc, je vous conseille vivement de prendre contact avec Aphrenic pour obtenir votre propre bloc d'adresse IPv6 et IPv4. Merci. Concernant, j'aimerais aborder rapidement aussi le deuxième point. Concernant vos équipements, alors faut comprendre que quand on a envie de migrer vers IPv6, il y a certains prérequis qu'il faut faire. Alors, concernant vos équipements, il faut d'abord essayer de vous rapprocher de votre équipementier pour voir si ces équipements-là sont IPv6 capables. Il y a des sites. La meilleure option, c'est de vous rapprocher de votre équipementier pour voir si elles sont IPv6 capables. Alors, si c'est le cas, vous aurez juste à faire un upgrade de votre operating system qui tourne actuellement sur vos différents équipements de bordure. Et puis, à partir de ce moment, vous serez tout à fait libre d'utiliser vos anciens équipements sur place. Mais si vous voulez aller vers IPv6 et que vos équipements courants ne supportent pas IPv6 et que votre équipementier n'a pas prévu de version de système de sauvegarde qui supporte IPv6, vous serez dans ce cas-là obligé de changer d'équipement. Merci, j'espère que j'ai répondu à votre préoccupation. Oui, en partie. D'accord. Est-ce qu'on peut passer aux autres questions? Je sais que la question était assez longue, mais je préfère quand même qu'on donne la possibilité à d'autres personnes qui ont déjà levé leur... et s'il y a des choses qui ne sont pas très claires, on peut toujours revenir vers la fin. Je donne la main à Pierre Dovonou du Bénin pour poser sa question. Pierre, oui, vous pouvez poser votre question. Allô, David? Oui. Ok, et c'est bon. Et Pierre Dandino va venir vers mon ordinateur pour poser la question. D'accord, vous voulez dire... C'est bon. C'est bon. Allô? David, allô? Ouais, tu m'entends? Je sais pas. Enfin, ma question est pour Modou Sall, hein? Allô? Oui, Pierre. Voilà, Modou, allez, bonsoir et Bonsoir. merci pour ta présentation. J'ai juste deux questions. J'ai bien compris que vous êtes en train de travailler selon toute une stratégie que vous avez mise en place, certainement avec l'appui du groupe Orange. Mais est-ce que tu peux faire ressortir aussi la contribution d'Aphrenic dans cette préparatif? Et la deuxième question, est-ce que tu as des éléments de coût, n'est-ce pas, pour cette phase de préparation? Parce que beaucoup hésitent à y aller parce que bon, ils voient qu'il y a des coûts qui sont induits. Est-ce que tu peux donner des éléments de coût pour rassurer les uns et les autres, les équipementiers, les gens des réseaux et autres? Merci. Voilà, donc merci beaucoup Pierre. Oui, je pense effectivement, hein, donc dans cette stratégie qui est mise en place, il y a une stratégie donc au niveau du groupe France Télécom Orange
conduit par Christian Jacqueline, hein, qui a démarré donc depuis 2008. Bien évidemment, nous avons eu le soutien donc d'Afrinik, parce qu'aujourd'hui, si on a eu un classe 32 en 2010, c'est grâce bien évidemment à l'appui d'Afrinik, mais également donc toutes les formations IPv6 auxquelles nos équipes ont participé d'ailleurs, hein, qui ont été déroulées par Afrinik, que ce soit en Mauritius, parce que nous avons participé à pas mal de formations. Donc déjà, on soutient sur cette partie-là pour la formation donc, de nos experts, les formations aussi qui ont été déroulées à Dakar, etc. Et puis les échanges, hein, je pense que ce webinaire nous donnant l'occasion d'échanger avec les autres. Et bien évidemment, il y a tout ce soutien, ce support d'Afrinik. Je pense que nous travaillons, comme on dit en anglais, de manière très closely, que ce soit avec Hicham, etc. Et je pense que le point est là, hein, donc le support effectivement d'Afrinik est assez clair. Et puis, je pense effectivement, donc, lors des prochaines présentations, on pourra le faire ressortir de manière donc beaucoup plus claire. Mais bien évidemment, sans Afrinik, on ne serait peut-être pas là aujourd'hui. Pour les éléments de coût, effectivement, c'est un tout pratiquement de manière gratuite, pour ainsi dire. L'autre point, donc, c'est lié aux investissements que nous avons eu à faire côté réseau, qui sont des investissements également mineurs, parce que du lié dans des achats groupés d'équipements. Donc, j'achète des équipements, je demande à ce que la fonction IPv6 soit activée de base, que ce soit embarqué dans les roadmaps. Donc, c'est un coût, effectivement, pour certains fournisseurs, pas pour tous, hein. Il y en a bien évidemment, le coût, il est là. Je ne les ai malheureusement pas en tête, mais c'est des choses, effectivement, que je pourrais ressortir. Mais juste pour rassurer, pour y aller aujourd'hui, il n'y a vraiment pas un coût, disons, énorme. Hein. C'est, disons, même à la limite, en tout cas pour la partie réseau, pour le moment négligeable. Il faut bien former les équipes, les sensibiliser, s'assurer que les équipements qu'on a supportent le dual stack, c'est pratiquement le cas de tous les équipementiers. Faire attention quand même à certains fournisseurs qui n'activent pas IPv6 de base. Ils attendront que vous ayez l'équipement et que vous en ayez besoin. Là, vous risquez de payer cher. Ils vont vous dire, ah, il faut payer parce que vous ne l'aviez pas demandé, etc. Et puis derrière, l'autre steering vers l'international. Ça aussi, je vous dis tout de suite, le fait de les annoncer sur le backbone Internet, c'est également gratuit. Hein. Ça vient avec le lien que l'on achète, le lien Internet que l'on achète vers son upstream provider. Le fait d'annoncer ces routes IPv4 ou IPv6, c'est pareil pour lui, parce qu'ils sont tous aujourd'hui IPv6. Donc, c'est vraiment ce que je pouvais dire. Hein. Sur la partie, par contre, maintenant, CPE, c'est-à-dire les équipements côté client, là également, vigilance pour nos clients. Aujourd'hui, les équipements que nous leur conseillons ou que nous leur vendons, nous nous assurons que ces équipements-là supportent donc la double file de protocole. Je pourrais en tout cas, lors de prochaines présentations, essayer donc de ressortir un peu ces coûts-là de manière beaucoup plus cartésienne, mais rassurer tout de suite nos collègues opérateurs et ASI que pour nous, c'est des coûts vraiment assez mineurs, quoi. Je ne sais pas si Pierre, j'ai répondu à ta question, à tes questions. Merci beaucoup. Je pense qu'on va continuer parce qu'il y a encore une présentation. Il y a Amel Nod qui, je pense, qui voulait poser une question. Amel Nod, vous avez la parole. Ok. S'il n'est pas là, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut poser une question ou bien qui a un commentaire? Ça peut être aussi parmi les présentateurs.
Victor, est-ce que tu as des nouvelles de janvier? Nous avons perdu janvier qui essaye de trouver une connexion, je pense une meilleure connexion pour faire sa présentation. J'attends toujours des nouvelles de sa part. Bonjour tout le monde, bonjour David. Essaye de poser une question ou bien tu entends quelqu'un parler, tu ne sais pas. Bonjour tout le monde, bonjour David, c'est Victor. Pareil. Bonjour Victor. Tu peux parler, est-ce que tu as des nouvelles depuis quelques minutes? D'accord. Allô? Allô? Oui, Allô? Xavier est là. Oui, merci. Allô? Xavier, d'accord. Oui, allô? Tu peux, allô, on t'entend bien, Janvier. Tu peux faire ta présentation. Ok, merci, merci. Déjà, Merci David. présenté, donc tu peux continuer. Je pense que si tu peux faire dans 10 minutes, ça serait bien afin qu'on ait 10 minutes de questions et réponses. Ok, merci. 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 Oui, déjà, je m'excuse pour ce petit désagrément. Ok, donc je dois parler du déploiement du PV6 au Cameroun. Voilà. Alors, je suis en train de vouloir faire avancer la diapo. Est-ce que David, tu peux me donner la main? Tu peux me donner la main pour faire avancer la diapo? David, peux-tu me donner la main pour faire avancer la diapo? Allô? Allô? David, peux-tu me donner la main pour faire avancer la diapo? Ok, merci. Donc l'agenda de la présentation, va s'articuler autour de 5 points. D'abord, l'état des lieux de l'IP au Cameroun. L'impact d'Afrique 15 qui s'est tenu à Yaoundé en 2011. Et il y a eu un impact. On va voir comment cela peut impulser IP au niveau des ISP. Nous allons ensuite parler des initiatives de quelques fournisseurs d'accès Internet et ensuite parler des offres d'accompagnement des fournisseurs locaux et terminer par des initiatives d'ISOC chapitre Cameroun. Donc, s'agissant de l'état des lieux de l'IP au Cameroun, à peu près une vingtaine de fournisseurs d'accès, mais de deux catégories. On note les fournisseurs d'accès sans numéro AS, une dizaine à peu près, et forcément, ils dépendent des fournisseurs d'accès qui ont des numéros AS, notamment l'opérateur traditionnel Campbell, et les fournisseurs d'accès avec les numéros AS. Donc, le constat général est que très peu ou pas du tout d'ingénieurs et responsables de ces structures participent physiquement aux réunions et ateliers Afrinic et AFNOC. Très peu sont inscrits aux mailing lists techniques relatives à IP ou au développement de l'Internet. Très peu de ces ISP, de ces fournisseurs d'accès offrent des services, ou du moins, ils offrent seulement des services basiques de l'Internet aux utilisateurs.
et fonctionnent en déphasage, très souvent en déphasage de l'actualité et du développement de l'Internet, conséquence de leur absence aux rencontres d'Afrique, aux rencontres d'AFNOC et autres. Donc, alors, est-ce que c'est un problème d'ignorance, d'incompétence ou de manque d'initiative? Peut-être on pourra creuser pour en savoir davantage. Alors, notons que l'organisation d'Afrique 15 à Yaoundé en 2011 a effectivement eu un impact. Donc, ceci a vu la participation, n'est-ce pas, de presque tous les fournisseurs d'accès qui étaient effectivement, la plupart étaient surpris qu'il y avait une structure qui s'appelait Afrinic. Voilà. Donc, la tenue des 15e rencontres d'Afrique à Yaoundé et d'ailleurs le lancement du chapitre Internet Cameroun en novembre dernier a permis à tous ces ISP de se mettre à jour par rapport donc à l'actualité de l'Internet, ses enjeux, son développement, son organisation et son fonctionnement et des plans de conscience du rôle d'Afrique et ses services. C'est ainsi qu'on a vu récemment tout de même 3 fournisseurs d'accès réserver leur bloc IPv6, à savoir Crolink, Camtel, Intelsat. Seul Crolink est allé plus loin. Bon, hésitation ou peur de changer s'agissant de tous les autres fournisseurs d'accès. Peut-être la peur, peut-être hésitation, mais pour combien de temps encore? Alors, on note quand même quelques initiatives de ce fournisseur d'accès qui ont réservé leur bloc IPv6. Au niveau de Camtel, qui est d'ailleurs l'opérateur traditionnel, a réservé son bloc IPv6, mais jusqu'à présent, c'est encore non actif dans les routeurs. Certainement, il y a un besoin d'accompagnement. Peut-être, j'ai essayé de discuter même d'ailleurs avec le DSI il y a quelques jours. Je crois que c'est beaucoup plus l'hésitation, la peur, mais je pense que lorsqu'ils vont s'engager, ça va démarrer effectivement à leur niveau. Un autre fournisseur d'accès, c'est Crolink, qui a aussi réservé un bloc d'adresse IPv6. Et là, ils sont quand même en avance parce que ils ont déjà, leur bloc est déjà actif à ce jour dans ces routeurs. Mais sa sortie principale, il faut noter que Crolink, la sortie principale de Crolink en ce qui concerne le trafic, la connexion Internet, passe par Camtel. Voilà. Or, Camtel n'a pas encore migré sur IPv6. Donc, il fallait que Crolink trouve un moyen de contournement, et justement, c'est ce qui s'est passé. Donc, il y a la société française Jaguar Network qui a proposé une solution d'accompagnement de Crolink et effectivement, ils ont mis en place un système qui permet donc de contourner Camtel. Notons aussi que toujours au niveau de Crolink, ils ont pris part, du moins la plupart de leurs ingénieurs ont pris part à des formations, à un atelier de formation, pardon, qui a été organisé à travers le chapitre ISOC Cameroun, qui a dans le cadre de son programme Impact IPv6. Donc, cette session a vu la participation de plusieurs ingénieurs de Crolink. Donc, alors comment est-ce que là, je présente un peu comment effectivement le Crolink a contourné Camtel, dont la société Jaguar Network a installé IPv6 dans un tunnel IP Ground entre son infrastructure et Crolink, a fait placer ensuite des objets Route 6 pour le filtrage BGP, il s'agit du filtrage BGP ici, dans la base de RIP NTC, le registre Internet pour la région Europe, a fait des tests IPv6 qui ont, du moins entre Crolink à Yaoundé et les sites IPv6 en Europe le 1er décembre 2011, et
notamment le 5 décembre, Trolling est devenu donc le premier fournisseur camerounais qui annonce les paquets IPv6. Donc, et ceci, ça peut se vérifier sur les bases OIS. Donc, Trolling est le premier fournisseur d'accès Internet IPv6 compatible au Cameroun à ce jour. Donc, Trolling est invité à faire la démo d'ailleurs lors de la conférence qu'organise ISOC chapitre Cameroun le 6 juin à l'École nationale supérieure de postes et télécommunications. Donc, parce que le chapitre organise en même temps un événement ce jour-là et Trolling est invité à faire donc une démo s'agissant donc de la connexion sur un site IPv6. Alors, donc, en termes d'offres d'accompagnement, on peut noter de Jaguar Network et d'ISOC chapitre Cameroun. S'agissant de Jaguar Network, qui va donc offrir, qui se propose donc d'aider dans la mise à jour des bases de données en termes de ressources IP, d'aider à diagnostiquer si les équipements réseau sont compatibles IPv6 ou pas, et va d'ailleurs offrir un trafic IPv6 dans un tunnel IP pour BGP jusqu'au si, n'est-ce pas, le fournisseur upgrade, comme le cas de Cantel, n'est pas encore en mesure ou du moins n'est pas encore passé à IPv6. Donc, c'est une solution, cette solution de contournement que Jaguar Network propose. Donc, les fournisseurs locaux qui souhaitent effectivement s'engager dès maintenant, il y a déjà cette offre. Donc, si Cantel ne veut pas rapidement passer à IPv6, puisque Cantel, c'est Cantel qui porte la fibre optique, la fibre optique Internet du pays. Donc, si Cantel ne veut pas le faire rapidement, faire le basculement rapidement, il y a donc cette solution de contournement qui est proposée par cette société Jaguar Network. Donc, aussi, ISOC chapitre Cameroun propose des ateliers de formation. Ceci, il faut dire que c'est organisé en partenariat avec l'Afrinik, avec les labs virtuels d'Afrinik, donc avec les ingénieurs d'Afrinik. D'ailleurs, une session, comme je l'ai mentionné plus haut, a eu lieu en avril dernier, qui a vu la participation de plusieurs ingénieurs de fournisseurs Internet. Donc, quelques initiatives d'ISOC chapitre Cameroun. Donc, ISOC chapitre Cameroun a initié un projet Impact avec l'appui d'ISOC Community Grant Programme qui a consisté donc à sensibiliser la communauté locale sur les enjeux et les opportunités d'IPv6, à organiser des ateliers de formation en partenariat avec Afrinik et SIG Diplo de l'Union européenne. Une session, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, a eu lieu en avril dernier. Et une autre session est programmée vers fin juin 2012. Le chapitre ISOC, en partenariat avec l'École nationale supérieure des postes et télécommunications, avec l'appui d'ISOC, organise une conférence publique pour marquer la célébration de la journée officielle de lancement du nouveau système de numérotation Internet, IPv6, le 6 juin. Pour ceux qui résident au Cameroun, donc ceux qui sont connectés actuellement, ils sont donc cordialement invités à travers ce message. Donc, cette conférence va présenter les enjeux et les opportunités de migration vers ce nouveau protocole IPv6 aux parties prenantes du développement de l'Internet au Cameroun, donc le gouvernement, les fournisseurs d'accès, société civile, donc tous ceux-là sont effectivement invités le 6 juin à l'école de poste. Elle va également permettre la mise en place d'une task force pour accompagner la migration réussie vers ce nouveau protocole IPv6 au Cameroun. Donc, on pense que la présence d'une task force pour continuer avec Internet Society, le chapitre Cameroun, pour continuer donc à sensibiliser, à guider. Donc, cet environnement pourra donc peut-être, on le pense, enlever la peur qui sévit dans les peurs, je peux dire, des ISP qui existent. Donc, si des personnes viennent leur donner des conseils, leur montrer que c'est facile à faire, leur proposer des plans de migration, etc. On pense que d'ici la fin de l'année, on pourra avoir
plusieurs ISP qui seraient ainsi engagés à faire le passage. Donc, nous croyons que d'ici la fin de l'année, donc d'autres défis, d'autres fournisseurs d'accès vont se joindre à Xolink. Je vous remercie. Merci beaucoup, Janvier, pour nous avoir parlé de ce qui se passe au niveau du IPv6 au Cameroun. Et je suis encouragé par le progrès qui a eu lieu au Cameroun après la conférence d'Afrique, ce qui montre que si on s'y prend, on peut vraiment avancer. Et je pense que les participants de ce webinaire vont aussi contribuer à faire évoluer la situation dans leur pays au niveau du IPv6. On a à peine 7 minutes, donc on a la possibilité d'accepter peut-être 2 questions. Donc si vous avez une question à Janvier ou bien n'importe ça peut être n'importe lesquels des présentateurs, vous pouvez les poser assez vite. Sinon, peut-être je vais inviter ceux qui ont présenté. Peut-être je vais commencer par Brice. Est-ce que vous avez un petit mot à dire? Oui, David. Bien, Chris. Allez-y. Il y a une question sur le chat de Victor Ndonan qui dit le changement n'est pas facile, il faut un accompagnement au changement pour IPv6. Pourquoi migrer vers IPv6 quand IPv4 est encore là et marche bien? Je pourrais répondre en disant à Victor que IPv4 n'est plus là parce que IPv4, on n'en a plus de disponible chez IANA. Donc déjà IPv4 n'est plus là. Epinik n'a plus d'adresse IPv4 disponible. Aujourd'hui, la contrainte, c'est que Internet fonctionne actuellement en full V4. Mais on voit que dans quelques jours, on va aussi lancer Internet sous IPv6. Donc IPv4 n'est plus là ou c'est en train de partir. Alors pourquoi migrer vers IPv6? Pour assurer aussi la continuité des opérations au niveau des ISP, des FAI qui ont présenté, au niveau des Sonatel aussi, ils ont des services à mettre en place et IPv4 ne leur permet pas aujourd'hui de soutenir la masse de leurs clients qui arrivent vis-à-vis de leurs services. Donc pour continuer les services là, il faut qu'ils passent à IPv6. Alors, je sais pas si Christian, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Brice, je vous avais perdu, donc je pensais que vous aviez fini. Oui, c'est pour... D'accord. Oui, Christian? Il y a d'autres, voilà. Oui, c'est Christian là, merci David. Juste pour compléter le commentaire de Brice, je pense qu'il faut pas perdre de vue que l'Internet est en train d'évoluer de manière globale, indépendamment de la situation de pénurie d'adresses IPv4 qui est réelle pour certains continents et qui va le devenir pour d'autres continents. Je pense qu'il faut être absolument convaincu du fait que pour les fournisseurs de services dans le monde, et en particulier les fournisseurs de services africains, il faut être capable de garantir l'accès à n'importe quel type de contenu. Or, ce qui se développe aujourd'hui dans la région Asie-Pacifique sont des contenus qui ne s'appuient exclusivement que sur IPv6, précisément à cause de la pénurie d'adresses IPv4. Si je pense en particulier à des applications extrêmement populaires en Chine, telles que le logiciel QQ, qui est un logiciel de chat, il est clair que pour la communauté asiatique qui est installée en Afrique, il faudra être capable de garantir qu'elle pourra utiliser cette application en n'utilisant que des adresses IPv6. Donc je pense que c'est véritablement une problématique d'anticipation globale de l'évolution de l'Internet qui justifie aujourd'hui la mise en place parmi la communauté des opérateurs de stratégies de migration vers IPv6.
Et je pense que c'est pas seulement une question de considérer que IPv4 fonctionne bien. Je pense que c'est une question d'anticipation vers ce que va devenir l'Internet dans les prochaines années. Il y a 2 questions qui sont venues juste à la fin. Je vais leur donner la possibilité de demander des questions, mais il faut que vous soyez très brefs et les réponses vont être très brèves aussi. Yovi, allez-y. Yovi, on ne vous entend pas. Vous êtes sur mute, je pense. Ok. Bien, bien. Alors, David, tu me reçois? Oui, en t'entendant, Yaobi, mais il y a un bruit de fond. Essaye de te mettre à un endroit où il n'y a pas de bruit. Alors, c'est bon? Oui, peut-être il est mieux que tu écrives ton message, ta question sur le chat. Et pendant ce temps-là, Eric Ngoma, vous pouvez demander votre question, s'il vous plaît? Très vite. Allô? Allô, allez-y. Oui, bonjour. Oui, on vous entend, Oui, merci. C'est la première fois que j'assiste à ce genre de forum. J'ai été particulièrement édifié par les différents exposés, mais j'avais 2 préoccupations majeures qui sont sur la notion des passerelles IPv6 et les systèmes autonomes. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, bon, je n'ai pas les informations, par exemple, liées à l'infrastructure des Open Transit. Est-ce que, par exemple, si un opérateur local se met sur l'IPv6, est-ce que, par exemple, les différents Open Transit sont capables de relayer correctement le trafic au jour d'aujourd'hui, par exemple? C'est une des préoccupations. Et savoir comment organiser ces différentes passerelles, surtout sur les routeurs de frontières. Eric, vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort? Oui. On ne vous entend pas très bien. Oui, donc la notion de passerelle IPv6 et les systèmes autonomes. En fait, ma préoccupation était sur le fait que, est-ce qu'on est sûr aujourd'hui, par exemple, que tous les Open Transit peuvent relayer capablement, de façon capable, le trafic IPv6 d'un bout à un autre, par exemple. Et si c'est le cas, par exemple, au niveau des routeurs de frontières, par exemple, chez un opérateur local, quand Modou parlait de la notion de l'UL-STAT, est-ce qu'il est possible maintenant aujourd'hui, sans ambiguïté, de faire fonctionner l'IPv6 et l'IPv4 en sortie des systèmes autonomes? Et ma deuxième question était, quelles sont les précautions à prendre pour une intégration facile de l'IPv6 dans un système qui tourne depuis longtemps et qui est stable sur l'IPv4? C'était tout, merci. Modou ou bien Christian, est-ce que vous pouvez répondre? Excuse-moi, David, Modou Sall. Allô? Oui, vas-y, vas-y. Oui. Vous pouvez répéter la question là? Allô? Oui, allô? Oui, est-ce que vous pouvez avoir la question, s'il vous plaît? Oui, je disais, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, par exemple, quand je suis votre exposé sur l'intégration des tests que vous avez fait au niveau de la Sonatel, est-ce que, par exemple, il est au jour d'aujourd'hui de relier du trafic IPv6 d'un système autonome à un autre en fonction des Open Transit consignes comme ça, par exemple? Et comment organiser la notion de passerelle IPv6 conformément, par exemple, à ce que vous avez dit dans votre exposé?
Et puis la deuxième question était quelles étaient les précautions à prendre pour un FAI qui tourne sur les IPv4 de façon stable, à pouvoir intégrer l'IPv6 sans pour autant créer des images au client programme, puisque vous avez fait des tests au niveau de la Sonatel. Allô? Maudou, vous Allô? avez écouté la question? On ne vous entend pas, Maudou. Allô? Oui, allô? Oui, on vous Oui, entend. voilà. Si vous pouvez reprendre la question parce qu'on ne vous entendait pas du tout là. Ou bien l'écrire même. Hein? David, c'est Christian. Oui, Christian, oui. Donc, David, c'est Christian. Là, je peux peut-être essayer de répondre en moins partie à la question. Sur la question des... La ligne n'était pas très bonne, donc tout le monde n'a pas bien entendu. Sur la question... oui, sur la question des systèmes autonomes, techniquement, c'est une question d'ingénierie BGP, c'est-à-dire la capacité de pouvoir échanger des routes IPv6 entre systèmes autonomes. Donc aujourd'hui, il y a un certain nombre d'opérateurs de transit, tels qu'Open Transit par exemple, qui fournissent ce type de service depuis, en l'occurrence, 2002. Et donc, il faut s'assurer auprès de vos fournisseurs de transit qu'ils ont la capacité de pouvoir vous communiquer l'ensemble des routes IPv6. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est pas quelque chose de systématique. Il faut donc vous renseigner auprès des opérateurs avec qui vous établissez déjà un peering IPv4 pour récupérer l'intégralité des routes de l'Internet. Sur la deuxième question, je suis pas sûr de l'avoir tout à fait comprise, mais je pense que néanmoins c'était lié à une question de disponibilité des fonctions IPv6 sur les équipements de type ASBR. Or aujourd'hui, l'ensemble des principaux constructeurs de routeurs, que ce soit Cisco, Juniper, Huawei ou encore Alcatel-Lucent, supportent l'ensemble des fonctions IPv6 requises. Et en particulier, vous aurez la capacité d'établir des connexions MP-BGP avec vos partenaires de peering pour récupérer l'ensemble du routage IPv6, si tant est encore une fois que ce service est disponible auprès de vos partenaires. Prévu. Je pense que c'était une conférence très intéressante. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours envoyer par email et on va essayer de vous répondre par email. J'espère que vous avez apprécié cette conférence comme nous on l'a apprécié. On va probablement avoir une autre conférence sur web, en ligne bien sûr, sur le même thème. On va vous envoyer un questionnaire pour vous demander quelles sont les choses que vous avez appréciées et ce que vous n'avez pas apprécié afin qu'on puisse améliorer pour la prochaine fois. Merci encore pour avoir participé et merci aussi à ceux qui ont présenté. Il y a aussi 2-3 personnes qui sont derrière et qui nous ont aidés techniquement, surtout Mituki, Nwangi, Kevin et aussi Hisham, qui nous ont aidés techniquement, mais qui n'ont pas participé parce qu'ils sont anglophones. Donc, merci à tout le monde et bonne soirée, bonne journée. On va essayer de vous informer sur le site, sur l'adresse où on va mettre les présentations.
et on va vous envoyer ça par email. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous. Bye bye.